Allez, on redémarre avec cette séquence financement de la RSE. Les financeurs vous parlent. On poursuit un peu le cheminement on a commencé ce matin. On a eu ce matin un sujet sur l'évolution de la réglementation. On a eu une illustration avec l'économie de la coopération juste avant. Et maintenant, parlons finances, parce qu'on a vu que c'était un thème qui était un thème central dans cette transition environnementale et sociale. Peut-être pour démarrer, un petit tour de table. Je vous invite à vous présenter. Amélie? Bonjour à toutes et à tous, donc enchantée, je m'appelle Amélie Poncin et je suis en charge de la partie plan climat chez BPI France pour la direction régionale des Pays de la Loire. Et donc mon métier consiste à la fois à déployer l'ensemble des dispositifs de BPI France pour aider les entreprises dans leur transition et je fais aussi la partie formation interne des équipes de BPI France. Bonjour à tous et à toutes. Estelle Kissner-Lourd, je suis à mes heures perdues Business Angel au sein d'ABAB, Atlantic Business Angel Booster, qui est un collectif de BA. Et à mes heures rémunérées, je suis directeur conseil au sein de Sémaphore, qui appartient au groupe Alpha, où je pilote les transformations RH et RSE, dont CSRD bien sûr. Bonjour, Frédéric Robin, je suis le directeur du marché entreprise au CIC Ouest. CIC Ouest, vous êtes sans doute un certain nombre à le connaître. On est sur 22 départements du Grand Ouest. On est une banque régionale. Et en fait, on accompagne une entreprise. On est présent dans une entreprise sur 3 du territoire. Et donc, notre rôle, c'est d'être au plus près des entreprises, de les accompagner dans toutes leurs problématiques, dans tous leurs besoins, et notamment les sujets d'aujourd'hui autour de la RSE. Super, merci à vous trois pour votre présentation. Estelle, on peut peut-être, quand on s'est réunis pour préparer cette conférence, on s'est dit, mais avant de se dire où on en est et où on va, c'est peut-être intéressant de se dire d'où on vient, en fait, sur cette histoire du financement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur dans quel moment clé, en fait, l'investissement, la finance a été importante? Alors effectivement, on s'est dit collectivement que ça serait pas inintéressant de faire un rétroviseur sur le sujet. Donc, je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais revenons, mettons un peu, remettons-nous au XVIIe siècle, à l'ère des Quakers, hein, qui, avant d'être une marque de cornflakes, était aussi une communauté, de businessmen qui avaient le souhait d'investir de façon, intègre, de respecter les contrats. Donc j'ai presque envie de dire que l'investissement responsable finalement commence avec cette communauté au XVIIe et puis ça s'est poursuivi avec Weasley lorsqu'il a écrit The Use of Money où là il prônait l'interdiction d'investir dans l'alcool. On a vu également les Pioneer Funds qui avaient pour liturgie, hein, parce que c'est plutôt des communautés religieuses à l'origine, de ne pas investir dans ce qu'on appelle les sin stocks, les actions du péché, hein, sexe, tabac, alcool, on les connaît tous. Et puis après, on a vu Howard Bowen qui rend finalement de façon très académique la sociale responsabilité du businessman. C'est de cet ouvrage qu'est né la CSR, hein, notamment. On a aussi le pasteur Sullivan qui entre au board de General Motors et qui instruit finalement le premier code éthique, hein, en abolissant l'esclavage notamment, enfin en intégrant ces préceptes. On a aussi gros Harlem Brundtland qui est plutôt une ministre, mais qui inspire quand même l'investisseur en se projetant dans une temporalité de court et de long terme, hein, sur le développement qui ne doit pas entacher celui des générations futures. On va dire que c'est l'ancêtre du hockey boomer, hein, en fait, OK, on n'agit plus de façon irresponsable. Il y a le Global Reporting Initiative qui a émis le premier standard de place, je pense, qui intègre des critères RSE. Et j'en ai bientôt fini après, mais ça permet de voir un petit peu le sujet. Et puis après, bien sûr, il y a le Sustainable Index Jones, qui est le premier index boursier à intégrer ces critères RSE. On a aussi la loi NRE en France. La France est assez pionnière, hein, sur le sujet des nouvelles régulations économiques avec son article 116. Il y a aussi des investisseurs avec l'ONU qui travaillent sur le prix, le Principal Responsible Investment,
qui va édicter un certain nombre de préceptes d'investissement. La NFRD, que vous connaissez tous, qui invite les entreprises à, dans le cadre de leur DPEF, déclaration de performance extra-financière, à rendre compte de ces indicateurs. Et puis aujourd'hui, nous sommes sous l'ère de la CSRD, qui finalement se nourrit de toutes ces initiatives. Alors on peut dire que l'investisseur a finalement naturellement suivi la réglementation, parfois l'a anticipée, là toujours est-il toujours appliqué. Voilà. Merci pour ce petit tour d'horizon. Frédéric, depuis quand le sujet de la RSE, c'est un sujet pour CIC West? C'est un sujet depuis un moment, mais plus particulièrement depuis 2020, où en fait, nous sommes passés en 2020 entreprise à mission. Entreprise à mission avec une raison d'être, ensemble écouter, agir. Alors, c'est bien de passer, et donc nous étions la première banque à devenir entreprise à mission. Donc entreprise à mission, c'est bien, mais ça oblige, ça engage. Donc derrière, on a fait voler nos statuts, on a rentré 5 missions dans nos statuts, et puis très concrètement, on a pris 13 engagements. Dans les 13 engagements, je vais vous faire grâce de toute cette liste, je vais juste en retenir 3. Le premier, c'est qu'on a décidé de décarboner tous nos investissements de 20% d'ici 2027. Le deuxième engagement, c'est qu'on est sorti complètement du financement du pétrole, du gaz, donc d'activités qui sont fortement carbonées. Et puis la troisième, c'est consacrer 5% de nos fonds propres dans des entreprises qui innovent, dans des entreprises qui ont décidé de s'engager dans la transformation écologique et environnementale de notre société. Ok, donc un panel qui s'est installé dans vos modes de fonctionnement et dans vos ambitions. Et dans notre quotidien. Et dans votre quotidien. Amélie, côté BPI, ça se passe depuis quand ce sujet est aussi un sujet pour BPI France? Alors, 2020 est aussi un tournant. En fait, historiquement, donc BPI France, c'est Banque publique d'investissement. Donc, BPI France finance les entreprises sur l'ensemble de leur étape de vie, création, développement, un jour transmission, innovation également. Et donc, historiquement, BPI France était amené à financer des investissements dans des énergies renouvelables. On a un gros porteur d'encours en énergie renouvelable en France, pour lequel on avait un savoir-faire aux côtés de la place bancaire. Et puis, on finançait des entreprises qui spontanément venaient nous voir avec des projets impact ou des innovations en lien avec la transition, notamment environnementale. Mais donc ça fait 2 piliers quelque part. Les énergies renouvelables, les entreprises qui développent des innovations, des projets en lien avec la transition, mais il nous manquait un pilier fondamental qui est la mise en transition des entreprises. Celles qui ne sont pas natives de la transition, un transporteur, une entreprise de l'agroalimentaire, un industriel. Et ça, la prise de conscience, elle s'est opérée en 2020, déjà parce que bon, il y a un côté crise Covid qui, je pense, a marqué les esprits. En tout cas, nous, notre direction générale a été amenée à se poser beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas s'ils ont eu plus de temps pour regarder les conférences de Jean-Marc Jancovici, mais il y a clairement eu un avant et un après et une prise de conscience. Et puis d'autre part, on a fait une rencontre intéressante. Alors, on connaissait déjà nos amis de l'ADEME, l'Agence de la transition. Mais en 2020, on a eu une conversation très intéressante avec eux. Quand je dis on, c'est pas moi, c'est la direction générale. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'ADEME avait des moyens, l'expertise, mais il leur manquait un point, c'était la force de frappe. Et en fait, comme ils se positionnent comme guichet où ils attendent finalement que les entreprises viennent vers elles, et ben ça pose une difficulté, c'est que les entreprises, elles avaient du mal à y aller. Et nous, c'est tout l'inverse. On n'avait ni l'expertise, ni les fonds dédiés. Et par contre, on a une force de frappe. BPI France, ça fonctionne avec des chargés d'affaires qui sont au contact et qui démarchent les entreprises pour aller connaître leurs projets d'investissement. Et en fait, on s'est dit qu'on ferait finalement bonne association, que l'ADEME puisse nous confier des fonds et qu'avec ces fonds, nous, on massifie des dispositifs pour aider les entreprises à se mettre en transition. Ça veut dire potentiellement comment je finance le fait de faire un bilan carbone, comment je finance le fait de me lancer dans de l'éco-conception via une analyse du cycle de vie, comment je travaille ma matrice de double matérialité via une mission de conseil, comment je finance derrière l'ensemble des investissements qui vont être nécessaires à me mettre en conformité, on va dire ça comme ça, avec un monde bas carbone et des ressources plus limitées. Donc en fait, on a construit tout un plan d'action avec des dispositifs d'accompagnement et de financement. Donc si je résume, c'est un peu du capital humain, puis du capital financier, mais dans l'ordre. Et donc, on a monté tout ce plan climat autour de ça, grâce au fonds de l'ADEME et en massifiant des dispositifs. Et donc, dorénavant, quand on finance n'importe quel projet, quand bien même l'entreprise ne vient pas nous voir en lien avec la transition, elle peut venir nous voir pour un projet d'investissement immobilier, matériel, une croissance externe,
et ben, en fait, on va l'amener à parler de transition et c'est comme ça derrière qu'on arrive à commercialiser des dispositifs et à l'embarquer avec, on espère, les bons arguments, pour, travailler sa résilience. Super, merci, Amélie. Heu, côté, CIC, est-ce que vous avez, vous prenez en compte des critères RSE dans l'octroi de prêts? C'est quelque chose qui est actif aujourd'hui? J'aime bien les propos d'Amélie, mais on est aligné avec la BPI et on travaille ensemble avec la BPI et donc je me retrouve dans ses propos. La première chose, c'est que, nous, on a lancé un plan, comme beaucoup d'entreprises, 2024-2027 en ce qui nous concerne et dans ce plan-là, on a écrit une action sur mener la transition. Comment nous, banques, on pouvait, mener, accompagner, développer la transition, environnementale et sociétale. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on s'est aligné sur, enfin, on veut décarboner notre bilan, donc sur nos investissements, mais on veut décarboner notre bilan dans nos actions et dans nos financements. Et donc, très concrètement, on s'est aligné sur les accords de Paris. Les accords de Paris disent moins 5% de réduction de l'empreinte carbone tous les ans. Donc, 5% sur 4 ans, ça fait 20%. Et donc, on a pris 20%. On a pour ambition de réduire notre empreinte carbone de 20%. Bon. On est un acteur du financement et donc à ce travers-là, on a les moyens d'orienter nos financements vers les entreprises qui ont décidé aussi d'aller dans ces choix-là et puis de se retirer, comme je le disais tout à l'heure, de d'autres activités. Donc, on fait des choix et nous, on est un acteur qui peut permettre justement d'orienter les financements vers des activités moins émissives. C'est ce qu'on fait concrètement. Alors, je me retrouve dans les propos d'Amélie parce que nous aussi, on a des chargés à faire sur le terrain. Et en fait, on a beau, au niveau de la direction générale de la banque, vouloir dire voilà où on veut aller. Si sur le terrain, nos chargés d'affaires entreprises, notamment, ou chargés d'affaires professionnels n'y vont pas et ne sont pas acteurs de ça, la banque n'ira pas. Et donc, l'étape qu'on est en train de faire, c'est d'embarquer, c'est de former, c'est d'accompagner nos chargés d'affaires pour qu'ils soient acteurs auprès des entreprises du territoire pour les amener, ou certaines, à avoir ces réflexions-là, ou d'autres, les amener à aller plus loin dans leur réflexion, concrètement en transformant ça en termes d'accompagnement, de financement, ou de choses comme ça. Donc, pour répondre à la question précise, en fait, on a mis en place depuis cette année une grille d'octroi. Donc, nous avons nos propres critères pour analyser un crédit, mais depuis cette année, nous avons une grille de critères d'octroi en lien avec l'ESG. Et donc, cette grille vient en plus, donne une notation et vient en plus de l'analyse financière qu'on faisait jusqu'à présent. Donc, elle oriente nos décisions de crédit et en lien aussi avec notre politique sectorielle de secteur d'activité qu'on a décidé d'accompagner encore un peu plus pour la période et les années à venir. Donc si je suis chef d'entreprise, je viens vous voir, mon projet va être passé au crible d'une grille de lecture Oui, pour alors, quand on dit grille, ça peut faire un peu comme ça peur, et puis d'un autre côté, ça peut faire un peu rigide. En fait, la grille, c'est surtout pour aider nos équipes à, au départ, se poser les bonnes questions. Chaque période qui passe fait qu'aujourd'hui, on sort de cette grille-là et ça devient vraiment des entretiens entre le dirigeant ou la dirigeante et le chargé d'affaires entreprise pour vraiment aller au-delà de seul fait de remplir de répondre pardon, à des questions. En fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment est-ce que chacun a pris par rapport à son activité, qu'on soit dans un mode industriel, dans une activité de service, dans une activité puisqu'on accompagne toutes les natures d'activités, eh bien, suivant cette activité-là, de se poser les bonnes questions pour aller challenger quelque part ce dirigeant ou cette dirigeante, de savoir si, en fait, on s'aperçoit que suivant la taille de l'entreprise, alors il n'y a peut-être pas trop de surprise pour vous, mais suivant la taille de l'entreprise, le niveau d'avancement n'est pas le même. Et aujourd'hui, si j'ai un message à faire passer, c'est que ça concerne toutes les entreprises. La grille dont je parle, pour l'instant, nous, elle concerne les entreprises qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires. On sait déjà que dans une prochaine période, on va descendre en granulométrie et qu'elle concernera toutes les entreprises, y compris la PME de Saint-Nazaire, la petite société de Saint-Nazaire, qui, elle, n'a rien demandé. Je vous prendrai juste un exemple. On a été interpellé, Hervé Joumier dans la salle, notre responsable RSE, a été interpellé très récemment d'une entreprise en Bretagne, 30 salariés, qui travaillait dans une activité industrielle. L'un de ses clients, c'est Hermès ou LVMH, je ne sais plus, enfin dans le domaine du luxe. Et il a reçu un questionnaire d'une centaine de questions à répondre
pour rentrer dans le scope de cette entreprise du luxe. Et lui, il n'a pas de moyens, il n'avait jamais engagé de réflexion. Et donc, la première chose qu'il a fait, il a appelé la banque CIC pour dire: «Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai reçu ça, est-ce que c'est normal d'abord?» Et en fait, aujourd'hui, il faut juste savoir que que dans certains secteurs d'activité, si vous n'allez pas vers ça, vous sortez du marché. Donc, faut pas se faire peur. Au contraire, faut le prendre, faut se l'approprier et il faut en faire quelque chose pour le transformer demain en business. Ça, on l'a vu ce matin sur la partie réglementation, évolution de la CSRD. Et là, vous le redites une nouvelle fois, cet effet de cascade. Je suis une petite entreprise, mais je travaille pour une grande. Du coup, ça va m'obliger à produire, à avoir une démarche sur ce sujet de la transition. Est-ce que, Amélie, le sujet des critères, c'est aussi un sujet côté BPI? Oui, alors effectivement, c'est un sujet côté BPI, dans le sens où, quand on a une entreprise en face de nous, le plus important, c'est déjà de comprendre où elle en est. Donc il faut lui poser beaucoup de questions. Pour le coup, comme derrière, on est amené à faire des préconisations sur des dispositifs d'accompagnement et de financement, on ne peut pas lui pousser, n'importe quoi, il faut qu'on comprenne où elle en est. Donc en fait, on mène, et c'est exactement ce que tu décrivais Frédéric, il faut que le chargé d'affaires, donc bon, pour nous, c'est un énorme enjeu de formation interne qui est encore en cours, soit en mesure, en plus de sa casquette d'expert en financement, de poser les bonnes questions aux entreprises en fonction de sa taille, de son secteur et des enjeux qui sont les siens. À la fois sur la double paire de lunettes, hein, adaptation et atténuation. Il y a vraiment ces doubles enjeux qu'on retrouve d'ailleurs dans la thématique de la CSRD. Donc effectivement, à chaque dossier, alors les critères pour le coup sont un peu différents, c'est pas en chiffre d'affaires, c'est en montant de projet. Donc nous, c'est au-delà de 300 000 € de projet où on va établir un entretien. Pour le coup, c'est une sous forme de grille, effectivement, d'ailleurs. On fait l'entretien point par point, où on va balayer l'ensemble des sujets de la gouvernance de la transition, les indicateurs suivis, les actions menées, et c'est personnalisé en fonction des secteurs. On a éclaté l'économie française en un peu plus de 30 secteurs pour vraiment poser des questions hyper calibrées en fonction de où se situe l'entreprise. Une fois que le chargé d'affaires a fait ce travail, c'est pas juste, je vous sors, d'ailleurs, il y a une note à l'issue, hein, il y a un scoring, hein, donc le chargé d'affaires, du coup, est amené à travailler avec à la fois, et ça c'est son métier historique, une note de solvabilité financière, est-ce que vraiment l'entreprise, on peut lui prêter de l'argent et est-ce qu'elle va réussir à assumer cette dette, mais aussi une note de maturité de transition. Là où, aujourd'hui, ce ne sont pas vraiment des critères, c'est qu'en fait, on ne va pas mettre un carton rouge à une entreprise qui serait mal cotée. Par contre, on se doit d'être force de proposition sur des dispositifs. Après, on a démarré ça il y a 3 ans. Donc là, on commence à voir les entreprises qui ont évolué et qui ont souscrit justement un certain nombre de choses pour avancer, avec nous ou pas avec nous, peu importe, j'allais dire, mais au moins qui ont avancé et pour qui finalement ce scoring s'améliore. Et on voit des entreprises qui n'ont pas avancé. Et c'est là où on va commencer à se poser la question de continuer à les accompagner. Mais ça va se faire dans le temps. En 2024, on peut le dire, ce n'est pas un motif de blocage d'octroi de financement. 2025, 2026, les choses vont évoluer. Mais c'est exactement ce que tu as décrit, Frédéric, c'est valable pour l'ensemble de la profession bancaire. Donc une fois qu'on a ce scoring de maturité, le chargé d'affaires va réussir à être force de proposition en fonction de la maturité. En partant de là, les dispositifs que propose BPI France permettent justement d'aller chercher déjà à poser des métriques. Ça va peut-être vous surprendre, mais on a plein d'entreprises qu'on croise qui ne suivent pas leur kilowattheure de consommation d'énergie, leur tonne de déchets ou tel tonnage ou mètre cube de consommation d'eau ou de matière. Donc, c'est un sujet. Donc déjà, on peut avoir des diagnostics qui permettent de poser ces sujets-là. Poser le sujet de la data carbone, de poser le sujet de ma résilience face au choc. Si par exemple, je suis très dépendant dans ma chaîne de valeur d'une ressource et que cette ressource se raréfie, c'est quand même bien de mettre le doigt dessus. C'est hyper économique. Ce que je constate, et on a réussi à établir finalement des statistiques à l'échelle du territoire avec nos clients, c'est qu'en fait, parce que vous allez me dire, voilà, une fois que l'entreprise, on lui sort la restitution, qu'on lui envoie, qu'elle constate qu'elle n'est pas en transition parce qu'elle n'a pas un bon score, et en plus, on la positionne par rapport à ses pairs. Parce qu'il y a une moyenne du secteur. Donc, si elle est en dessous de la moyenne du secteur, personnellement, chef d'entreprise, je me pose quand même des questions. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise ne va pas y aller ? En fait, il y a quand même 7 entreprises sur 10, et c'est énorme, qui nous disent qu'elles ont le sentiment que se lancer dans la transition, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, pardonnez-moi pour l'expression. Parce qu'à court terme, ça va coûter de l'argent. Il va falloir investir, investiguer, prendre des experts, mettre en place des choses, c'est du BFR, voilà. À court terme. Mais si on raisonne à long terme, évidemment que c'est un sujet stratégique de résilience, de viabilité de l'entreprise. Donc nous, notre travail derrière, c'est vraiment de leur dire, écoutez, voilà,
Si vous avez des investissements, OK, on va vous aider. On va essayer de les financer sur la durée la plus longue possible parce que c'est des actions à long terme. On va essayer de vous mettre du différé de remboursement dans vos prêts pour pas que vous soyez avec, la trésorerie, mise à mal parce que vous vous êtes lancé dans la transition. Donc derrière, ça enclenche et c'est là où c'est intéressant pour le chargé d'affaires qui a cette brique financière, ça enclenche la réflexion de comment je finance ma transition sur le long terme et pas seulement avoir un raisonnement court terme. Donc là, il y a vraiment un mindset à changer de ce côté-là, dans l'état d'esprit des dirigeants pour comprendre que la transition, c'est un investissement et que ça doit s'appréhender comme tel. Donc voilà notre état d'esprit aujourd'hui et la manière dont on travaille. En ça, ça rejoint un peu ce que témoignait Laurent Bazin ce matin sur, à la réponse, contrainte ou opportunité. On peut vraiment le vivre comme une contrainte, mais c'est aussi une opportunité qui doit se saisir et du coup qui va s'inscrire dans le temps. Donc j'entends que vous êtes, vraiment dans cet accompagnement et dans cette philosophie d'accompagnement dans le temps. Il y a un message aussi qu'on essaie de passer aux entreprises. Quand on fait ces entretiens de maturité, on se rend compte que les entreprises font beaucoup de choses, mais qu'elles ne le disent pas toujours et qu'elles ne le valorisent pas toujours. Et du coup, elles ont tendance parfois aussi à autofinancer les actions. Ça peut être du BFR, de la R&D, des investissements. Et en fait, c'est là où on essaye de passer le message. Gardez votre trésorerie, elle est si précieuse à votre exploitation et des aléas, il y en aura d'autres. Donc, gardez vraiment ce trésor de guerre pour voilà, gérer les délais clients, les aléas sur les stocks, etc. Et tout ce qui va avoir trait à la transition, voyez-le comme un investissement et étalons-le dans le temps sur un financement. Super. Estelle, est-ce que, côté ABAB, vous avez aussi une grille? Est-ce que c'est les critères de cette grille de lecture, ils sont publics? Vous les communiquez, aux gens qui viennent vous voir? Alors, si on se replace, dans une courbe de financement, déjà, nous, on est très en amont, de la dette bancaire et le BPI. On fait les lagages, en quelque sorte, des futures entreprises, puisqu'on va plutôt financer en phase d'amorçage, c'est-à-dire après le love money, après que tonton Jacques et mamie Daniel aient donné cet argent, donc en général après 1 ou 2 ans de bilan. On a une grille, oui. Alors pourquoi on a une grille finalement? Pourquoi on investit dans des entreprises qui prennent en compte ces critères? Soit dans l'objet même de leur entreprise, hein, c'est un outil de décarbonation ou ça intègre, donc j'ai envie de dire vos futurs articles 9 hein, des fonds, soit ça intègre un certain nombre de critères. Bah, tout simplement parce que, bah, déjà c'est notre argent qu'on investit, donc on tout tout ce qui nous permet d'apprécier, de façon objective et parfois subjective une entreprise ou une start-up plus exactement, heu, contribue à notre professionnalisation, d'une part et lorsqu'on voit une start-up qui, intègre ces critères, on se dit: «Bon OK, donc ça veut dire qu'il a réfléchi à sa valeur, ça veut dire qu'il est capable de raisonner en tridimensionnel, hein, sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, plus financiers. Ça veut dire qu'il a une exigence de temporalité dans son appréciation, il raisonne à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc ce sont pour nous des éléments de réassurance. S'il est capable de se projeter, d'être attentiste à ce que, attend le marché, l'environnement, ses clients, l'environnement au sens large, ses clients, c'est qu'il y a matière à le financer. Donc pour nous, on le voit comme élément de réassurance. Alors, comme tout le monde, on a nos grilles de critères. On va regarder le marché, le produit, on va regarder également, l'homme, parce que malheureusement, ce sont souvent que des hommes, hein, donc mesdames, n'hésitez pas à créer. Donc, on va regarder la façon dont il interfère avec son écosystème, ses partenaires. Donc, tous les aspects ESG finalement. Alors, on est plus large peut-être que l'aspect environnemental, naturellement, mais on a eu des pépites, hein. Soit par intention, j'ai mis quelques exemples de start-up puisque depuis 2008, on a financé 22 millions d'euros. Ça représente une centaine d'entreprises, dont certaines encore en portefeuille. On a des belles sorties également, hein, puisque le capital risqueur, qui est le business angel, on est là à l'amorçage, mais on est aussi là à le suivi. On réinvestit souvent lorsque les entreprises sont en période de survie. Donc, on a vocation aussi à accompagner les entrepreneurs. Donc, ce sont que des business angels
on est une association, hein, donc ce sont en général des chefs d'entreprise qui ont cette capacité à raisonner quand même à 360 degrés. Et puis, on va accompagner de façon bénévole nos start-upers. Donc, il y a un investissement qui va bien sûr au-delà du financier, puisqu'on est prêt à faire part de notre expérience, faire part de notre réseau. Donc, l'investissement finalement ESG, j'ai presque envie de dire, c'est presque du bon sens pour l'amorceur que nous sommes. Ok, et ça va bien au-delà de remplir une grille Oui, de, bien, de- de oui, bien critères, sûr, j'entends bien aussi. sûr. Ok, Ouais. super. Frédéric, côté CIC Ouest, est-ce que vous avez des produits financiers qui sont spécifiques, dédiés à l'accompagnement des entreprises dans la transition? Amélie l'a dit, il y a un vrai sujet sur cet accompagnement long terme. Est-ce que vous avez aujourd'hui des solutions pour moi qui suis entrepreneur? Est-ce que je peux venir vous voir? Oui, alors on va pas parler de produits financiers, on va plutôt parler de financement. Ok. Je ferai une réponse en 2 temps. Premier temps, c'est actuellement, un tiers de nos investissements, de nos financements d'investissement dans les entreprises sont des prêts de transition. Les prêts de transition, c'est des prêts à taux bonifiés. Il y a quelques années, c'était 15 %. On est rendu à un tiers. Dans 2 ans, on sera à 50 et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà de critères qu'on peut avoir de notre côté, il y a surtout une évolution, une révolution dans la tête des dirigeants d'entreprise, dont tous les acteurs dont on fait partie avancent avec eux, voire vont les provoquer, et qui nous permettent d'avoir ce niveau-là. Un tiers actuellement de nos crédits sont des prêts de transition. Prêts de transition, c'est très clair. C'est des prêts qui vont décarboner une activité, c'est des prêts qui vont faire évoluer. J'avais un business model, j'avais une activité, et en fait, j'accepte de faire un arrêt sur image et de se dire comment demain je peux produire la même chose, mais avec 50% de moins d'énergie, par exemple. Donc là, c'est ça qu'il faut encourager. Et nous, ces prêts transition, c'est tout simplement des prêts bonifiés en taux de crédit. Ce n'est pas le taux de crédit classique, c'est un taux avec une réduction que nous acceptons, nous, de prendre à notre charge. Donc ça, c'est prêt transition, c'est vraiment le prêt principal. Deuxième type de prêt, c'est aussi des entreprises avec lesquelles on passe un deal. On passe un deal qui est dans le contrat de prêt, il y a un engagement de la société à atteindre des objectifs. Si ces objectifs sont tenus, alors le prêt est bonifié en cours de vie. Si ces objectifs ne sont pas tenus, c'est le contrat, alors dans ces cas-là, il y a un petit plus, un malus quelque part dans le cadre du taux d'intérêt. Ça, c'est un deuxième type de prêt aussi qui est encore plus engageant, c'est-à-dire que dans l'autre, c'est j'investis dans des investissements cibles décarbonés ou autres, la banque accepte de me faire un prêt à taux réduit. Là, c'est je prends des engagements dans la durée d'atteindre des objectifs. Donc là, dans ces cas-là, c'est nous, banques, qui faisons un effort dans le cadre du contrat, d'année en année, à chaque constat, et on fait ça. Ça, c'est pour la partie prêt. Au niveau du groupe bancaire, on a souhaité aller plus loin. Et donc, on a en 2020, en même temps, en 2023, pardon, à la suite d'être banque entreprise à mission, on a décidé nos dirigeants, ont décidé de créer le dividende sociétal. Qu'est-ce que c'est? On est une banque, on fait un résultat, parce qu'on est une société, il faut aussi du résultat pour continuer à avancer. Et puis, on est dans une activité réglementée, donc la BCE nous impose le niveau de fonds propres. On a décidé, en tant que groupe bancaire mutualiste, on fait partie de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos dirigeants ont décidé de consacrer 15% du résultat de chaque année, du bénéfice de chaque année, à un dividende sociétal. Depuis 2023, ce dividende sociétal, alors le montant peut faire peur, mais en tout cas, il est conséquent. Pour 2024, par exemple, c'est 600 millions d'euros sur la base des résultats 2023. Et donc, 50% de ce montant-là est consacré, 50% de ce résultat-là est juste consacré aux entreprises. Nous rentrons au capital d'entreprises qui ont décidé, qui ont des besoins conséquents et qui ont décidé et qui ont besoin d'acteurs pour porter aux côtés d'investisseurs pour porter ce développement-là. Donc 50% de notre dividende sociétal est consacré. Nous rentrons au capital de l'entreprise de la région. Je citerai Néolith dans le Maine-et-Loire. Je citerai en Loire-Atlantique l'Isaqua, qui est
comment dire, premier producteur français de crevettes et gambas en France, naissant en France, production en France, avec toutes les activités. Néolith dans la déconstruction et dans le recyclage de la déconstruction avec la deuxième vie. D'autres acteurs sur la deuxième vie des batteries. Bref, vraiment des grosses activités qui vont avoir un impact demain dans notre société et pour notre génération et les générations futures. Merci Frédéric. Amélie, tu as un peu présenté comment vous accompagnez les entreprises. Je ne sais pas si tu veux compléter cette partie-là. Moi, il y a aussi une question qui m'intéressait, c'est de savoir, au final, les entreprises, elles viennent pour des sujets de transition auprès de BPI. C'est ça la sollicitation majeure ou pas? Alors, juste avant de répondre précisément à ta question, je voudrais souligner l'importance du travail justement fait par une banque comme le CIC et un expert comptable et en fait l'ensemble des parties prenantes qui gravitent autour de l'entreprise pour casser la solitude des chefs d'entreprise face à ce sujet majeur. Donc, c'est hyper important et ça donne du baume au cœur parce qu'on se dit que si on est plusieurs à agir et à porter ce sujet-là, ça va faire la différence auprès des décideurs. Alors, pour répondre à la question de savoir si les entreprises viennent nous voir ou si on va les voir, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes une entreprise native de la transition, que votre offre, par exemple, tu as cité Néolith, on peut en citer plein d'autres, dont le cœur de métier est que finalement le produit ou le service que l'on vend favorise la transition des clients finalement, bien sûr qu'ils viennent nous voir pour chercher du financement, croître, innover, etc. Ils ont besoin d'un appui financier. Donc voilà. En revanche, mettre en transition des entreprises qui ne sont pas du tout natives de la transition, qui sont sur des secteurs transport, BTP, etc., c'est beaucoup plus difficile. Elles viennent beaucoup moins spontanément nous voir. C'est là où on les prend un peu plus en étau sur le fait de passer des entretiens, de leur mettre un petit scoring sous le nez, voilà, de les sensibiliser, de faire passer à l'échelle. Après, il y a différents degrés de maturité. Il y a des entreprises qui sont au stade 0 et auquel cas, on va les aider sur des premiers diagnostics. Alors, le fonctionnement des diagnostics, tout à l'heure chez BPI, je vous disais, il y a le volet capital humain puis capital financier. Sur le capital humain, BPI France ne donne pas de conseils. On a habilité des consultants, dont c'est le métier, qui sont sur la place. On n'a pas réinventé le métier. Par contre, on va aider à financer par une aide substantielle le coût de ce conseil pour faciliter finalement l'accès au conseil de ces entreprises qui n'ont pas les moyens d'internaliser cette compétence ou n'ont pas le réflexe d'aller chercher justement du consultant. Et donc, en fonction de la maturité, on peut pousser un premier diag, on peut aller chercher une mission de conseil. Et puis, quand les entreprises sont un peu plus matures, il y a une grosse différence entre on fait un diag pour poser des indicateurs, pour avoir des actions de sobriété, et en fonction de la maturité, aller chercher un programme où on va complètement repenser son business model. Par exemple, je suis une entreprise, je fabrique des pièces pour l'aéronautique. Je peux optimiser plein de choses sur mon process, quelle énergie j'utilise, comment je travaille un peu plus d'économie circulaire, comment je réintègre des matières recyclées, si tant est que les donneurs d'ordre me permettent de le faire, avec comment mon entreprise, quelle stratégie elle aura, quel produit elle aura en 2050 dans un monde bas carbone. Il y a une énorme nuance. Donc, en fait, on va poser des diagnostics et des missions de conseil en fonction de l'état d'avancement aussi. On va se caler aux personnes qu'on a en face de nous. Donc, ça, c'est pour le capital humain. Sur le capital financier, pour le coup, c'est toute une gamme de financements adaptés. Encore une fois, avec le moins possible de garanties, beaucoup de différés dans le remboursement, et on se cale en fait au plan de financement qu'on construit avec les partenaires bancaires de facto. J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci tout à fait. Ce que j'entends dans vos 2 derniers témoignages, c'est la RSE, c'est pas que la transition environnementale ou le sujet environnemental, c'est plus large. Tu as parlé du sociétal. On voit bien que le capital humain est important. Estelle, je me retourne vers toi côté ABAB. Est-ce que c'est toutes les dimensions de la RSE que vous preniez en considération, ou c'est la vision économique et uniquement la vision économique qui t'intéresse? Non, bien sûr, on prend l'ensemble des dimensions. Historiquement, on prenait d'ailleurs plutôt le G et le S de l'entreprise et de la start-up, puisque c'est sûr que lors de la phase d'amorçage, on s'intéresse vraiment au porteur de projet. Est-ce qu'il est capable de pivoter? Est-ce qu'il est à l'écoute déjà de ses investisseurs? On se dit qu'il sera à l'écoute de son marché. Donc, comment il s'intègre dans une équipe? S'il y a un seul dirigeant, quelle est la complétude avec ses collaborateurs?
ou collaboratrice, comment il processe en fait ses comités, ses instances de décision, comment il organise ça. Donc, on va dire, on est sur le G, là, sur la gouvernance. Donc ça, c'était des critères historiquement intégrés au sein d'ABAB. Le sujet du sociétal, alors tout dépend justement si c'est de l'ESG embarqué, j'ai envie de dire. On a eu, par exemple, une start-up Kipling là, qui va privilégier le sport au bureau. Donc là, j'ai presque envie de dire que l'intention était sociale d'emblée, mais on a eu des startups où on a, par exemple, on a récemment investi aux côtés d'un porteur de projet qui faisait de la planche de surf pliable, enfin découpable en 3 parties. Peut-être, je crois qu'un surfeur dans la salle. Et du coup, typiquement, on s'est dit que ça avait un intérêt. Ça voulait dire que le surfeur pouvait aller en vélo, aller surfer, ou ça limitait les déplacements. Donc, c'est de façon embarquée, entre guillemets. Ce projet nous a intéressés également pour cela. Donc, l'ensemble de la grille est multicritère, en fait. Et puis, on va aussi essayer d'avoir un côté miroir dans nos investissements. On s'oblige, nous, à être très processés dans le cadre des dossiers. Donc, par exemple, on reçoit 1500 dossiers. On a eu reçu 1500 dossiers. On en garde finalement que 500. Ils passent donc on va dire un tiers. Et puis, on va en investir qu'une centaine, donc sur un cinquième. Donc, on voit bien en fait le passage à la moulinette de ces différents dossiers. Donc, l'effet miroir, ça veut dire qu'on met en place nous-mêmes des comités de sélection, des comités d'investissement. On va également suivre. Là, moi, je sors d'une instruction et on a eu un comité d'investissement justement hier qui s'est soldé d'un succès. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont chercher de la dette bancaire. Donc, on se passera cette entreprise. Donc, on travaille aussi dans cet écosystème avec nos partenaires, hein, parce qu'il y a on est dans cette adhésion d'entreprises, enfin d'associations étendues, entre guillemets, puisqu'on travaille avec l'ensemble des entreprises et de l'écosystème local. Et l'effet miroir se joue aussi sur, je pense que le business angel a cette volonté de transmettre un savoir-faire. Tu parlais de formation. Lui, il est également dans la transmission auprès de ces jeunes entrepreneurs. Il y a aussi une envie de feedback, de give back, pardon. On rend au territoire ce que le territoire nous a donné. En tous les cas, on entend souvent ça auprès de nos business angels. J'ai gagné sur ce territoire où j'ai réussi avec mon entreprise. J'ai envie de le redonner aux jeunes entrepreneurs. Voilà un peu comment on interagit avec ces entrepreneurs. Super, merci. Peut-être parce que je vois le temps qui avance. Comment vous voyez votre collaboration? Tu l'as un peu abordé, Amélie, mais comment vous voyez votre collaboration là entre différents acteurs de ce monde de la finance? Est-ce qu'il y a un schéma type en fait qui se profile? Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Je prends le micro. Le dialogue avec le client, enfin, on remet toujours le client au centre quand même du sujet. Ce que je trouve très intéressant, et c'est très pratico-pratique ce que je veux dire, c'est on a des clients qui font l'exercice de réunion de pool bancaire. Donc tous les ans, ils réunissent l'ensemble des financeurs et ils présentent. Alors souvent, c'est une réunion un peu traditionnelle où on présente les comptes, donc on balaye ce qui s'est passé, les événements marquants et comment ça s'est traduit finalement de manière financière dans l'entreprise. Ces rendez-vous-là sont hyper importants et hyper intéressants quand l'entreprise va au-delà du simple présentation de son bilan comptable, bilan compte de résultat, enfin actif, passif, compte de résultat, et quand l'entreprise voilà, nous dit où est-ce qu'elle en est de sa transition, ses difficultés, parce qu'il faut les entendre, ses succès, parce que nous, ça nous alimente, ça nous anime, et puis ses besoins aussi en termes de financement, ça on en a déjà parlé, et puis qu'est-ce que c'est agréable d'avoir une entreprise qui nous dit, bah voilà, moi je projette 2030 pour moi, il faut que j'arrive à faire ça. 2040, j'ai conscience qu'il faudra que j'ai réduit de tant de pourcentage mes émissions de gaz à effet de serre, par exemple. J'ai vu que dans ma profession, il y allait y avoir des tensions sur l'eau et je suis très tributaire de l'eau. Voilà ce que je compte mettre en place. Comment vous allez m'aider? Moi, le message que j'ai envie de dire des fois aussi aux entreprises, c'est venez nous challenger, quoi. Parce que nous, on va apprendre avec vous. On peut être force de proposition, mais on va aussi apprendre de vos retours. Donc, pour moi, ces rendez-vous-là, ils sont incontournables. Et faire des rendez-vous en bilate, c'est intéressant avec l'entreprise, mais à plusieurs, c'est tellement plus riche. En complément, la force du collectif.
la belle histoire qui était racontée juste avant, hein, dans l'atelier d'avant, que j'ai particulièrement apprécié, c'est la force du collectif. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on se doit de, bien comprendre l'entreprise, bien comprendre notre client ou notre prospect, savoir comment il avance, comment il travaille, quelles sont ses problématiques, et puis maintenant, d'intégrer dans nos rendez-vous du quotidien, parce que c'est au cœur de notre activité, ces sujets-là, quelle que soit l'étape où il en est. On a une chance, c'est ce collectif-là, on ne connaît pas que cette entreprise-là, qui est dans un secteur d'activité, on en connaît un certain nombre. Et donc, c'est notre chance à nous, et c'est une force qu'on met à disposition du collectif, mais aussi de nos clients, c'est de dire, moi, je vous prends juste un exemple, cette semaine, j'ai rencontré 3 entreprises du transport. Je peux vous dire 3 entreprises du transport à 3 stades d'avancement complètement différentes. Par contre, derrière, c'est 3 témoignages complètement différents et qui nous servent dans des entretiens aussi. Donc, c'est ça aussi notre force en tant qu'acteur du territoire, en tant qu'acteur du financement, quels que soient les modes de financement ou les modes d'accompagnement, c'est qu'on a cette transversalité qui nous apporte une légitimité à être à vos côtés, à accompagner, à vous interpeller, mais aussi à ce que vous nous interpelliez, parce que c'est aussi avec vous qu'on avance. Et ça, c'est extrêmement important. Et il y a un point que je voulais rajouter par rapport à ta question, une question d'avant, c'est de dire que dans ce type d'investissement, malheureusement, il faut savoir investir sur des choses qui ne sont pas immédiatement rentables. Et ça nous casse un peu les codes. C'est-à-dire qu'assez souvent, on associait un investissement à une rentabilité. Aujourd'hui, c'est plus le cas, en tout cas sur certains projets. On accepte d'aller financer pour le sens que ça donne demain. Et donc, encore une fois, pour des générations futures ou des business futurs, pour arrêter certains trucs complètement à l'envers aujourd'hui. On en a tous conscience. Et donc, accepter quelquefois d'investir sur des choses qui ne sont pas immédiatement rentables, donc qui ne sont pas visibles dans vos entreprises. Mais c'est nécessaire et il faut le faire. Et on essaye d'être là pour que vous puissiez le faire. Waouh, merci pour cette précision, Estelle. Oui, juste pour compléter, ne serait-ce que dans cette salle-là, je vois qu'il y a différents acteurs avec lesquels on joue. Déjà, il y a les futurs entrepreneurs ou les start-upers ou ceux qui vont peut-être venir nous voir en amorçage. Ensuite, il y a des relais de croissance tels que la maison ici, Frédéric. Je vois Marie aussi de la CCI avec qui on travaille sur un fonds, enfin, tu travailles et on travaille avec toi plutôt sur un fonds de dotation à la CCI. Nos startups recherchent de la dette bancaire et de l'accompagnement également via BPI. Donc, on est vraiment dans un écosystème, assurément. Voilà. Et là, on voit très bien aujourd'hui. Super, merci à vous. On est quasiment au bout du créneau. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'auriez pas dites, que vous auriez envie de dire avant qu'on passe le micro à la salle pour des questions? 2 choses. ABAB, donc on est en région, on est à la fois dans le Maine-et-Loire, on vient d'ouvrir un bureau, une antenne au Mans. On est également à Angers et on va ouvrir le 4 novembre. On débarque sur le littoral, donc avec Guillaume Derrien, un de nos ababeurs qui sera présent. Donc si vous avez des velléités de projets, venez nous voir. Si vous êtes des chefs d'entreprise désirant accompagner nos start-upers, venez nous voir. Et puis également, pour entrer concrètement peut-être dans les sujets des RSE, je fais partie également d'une association, donc je vais en parler. 2 secondes. Jeunesse et Avenir, qui a des établissements de soins et qui accompagne les personnes souffrant de handicap psychique et qui travaille sur l'inclusivité. Donc, ils ont un ESAT où ils font du conditionnement. Donc, s'il y a des chefs d'entreprise, n'hésitez pas à faire appel à cet ESAT qui se trouve sur la presqu'île de Guérande. Ils travaillent notamment avec Leroy Merlin ils sont très innovants sur l'inclusivité de ces personnes. Donc, on les gère en interne et puis après, ils peuvent aller là. Voilà, Jeunesse et Avenir à Guérande et à BAB, bientôt sur le littoral. Juste un mot, n'attendez pas, ça concerne toutes les entreprises. Vous pouvez compter sur l'écosystème, vous l'avez compris, pour vous aider, vous accompagner, vous interpeller. Et donc, n'attendons pas que la réglementation évolue, nous resserre, nous oblige, soyons acteurs et ça ira dans le bon sens pour la société. On n'a pas parlé tout à l'heure, d'autres actions sont possibles en termes d'accompagnement, notamment l'humain. Et aujourd'hui, dans le cadre du dividende sociétal que dont je vous ai parlé, une partie de ce dividende sociétal est aussi en accompagnement de l'inclusion
et aussi en accompagnement d'actions dans les quartiers ou de choses sur lesquelles on peut avoir aussi de l'impact, qui a lui-même de l'impact derrière sur la RSE de façon directe ou indirecte. Merci. À votre entière disposition. Ce sera le mot de la fin. Super, merci Amélie. Allez, les questions sont ouvertes dans la salle. Merci beaucoup pour vos... Ça marche? Oui, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question, moi, sur la taxonomie verte européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ces développements récents, son intégration par vos institutions, s'il vous plaît? Allez, je me lance. Bon, c'est pas ma spécialité, la taxo, même si on s'y intéresse de plus en plus. Alors nous, au niveau établissement bancaire, on a notre propre réglementation, la SFDR, je dis pas de bêtises, voilà, où on doit être beaucoup plus transparent sur l'argent que l'on investit, y compris les fonds d'ailleurs, dans les entreprises. Le sujet de la taxonomie, donc, alors je ne sais pas à quel point vous êtes familiarisés, mais la taxonomie, c'est donc ce texte, la taxonomie verte, est donc ce texte européen qui permet de classer les activités vertes et non vertes, celles qui sont durables et non durables, selon un référentiel commun. Un certain nombre d'entreprises doivent d'ores et déjà reporter le sujet de la taxonomie verte pour leur propre organisation. Et donc, il y a 3 indicateurs. La part du chiffre d'affaires, dite éligible à la taxonomie verte, la part des CAPEX et la part des OPEX. Alors maintenant, comment nous, on intègre ça? Donc, OPEX, pardon, CAPEX, investissement, et OPEX, dépenses de fonctionnement. Comment est-ce qu'on intègre ça, nous, dans nos activités? En fait, il se trouve que, pour le coup, BPI France étant très positionné sur la PME et l'ETI, on a aujourd'hui très peu d'entreprises qui sont concernées par la taxonomie et qui doivent donc reporter au titre de ce texte. Pour autant, on commence quand même à voir que ça redescend progressivement, puis la CSRD participe à ça, descend progressivement, y compris sur des grosses ETI qui font partie de nos clients. Et en fait, on va regarder quelle va être justement la part éligible à la taxo et qui répond aux critères de durabilité, part des CAPEX, et ça nous intéresse particulièrement, et cas des OPEX. Mais ce n'est pas des critères à proprement parler dans nos choix d'investissement, parce que c'est très récent et parce que finalement, aujourd'hui, ça concerne une minorité des clients, mais parce que, encore une fois, BPI France est très positionné sur PME et ETI. Demain, dans un futur pas si éloigné que ça, ce sera évidemment une nécessité d'obtenir cette information, puisque nous-mêmes, nous devrons reporter de la part green de nos investissements et de l'argent que l'on met en dette ou en capital. Donc, progressivement, la taxonomie s'intègre dans notre propre reporting d'établissements financiers. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter, juste dire qu'effectivement, les entreprises aujourd'hui concernées, elles sont aussi avancées que nous et elles se sont déjà organisées, elles se sont structurées. Et donc, ça concerne les très grosses aujourd'hui. Et donc, là-dessus, elles sont, enfin, je veux dire, on leur prend de l'information et on leur apporte de l'information, mais on s'aperçoit qu'elles sont vraiment bien organisées. Elles ont intégré ces éléments-là. Donc, effectivement, c'est sur l'étape d'après, on sera plus acteur quand cela va descendre et ça va intégrer nos évolutions. On parlait tout à l'heure de grille d'octroi de crédit ou de choses ou d'autres éléments. Donc, nous aussi, on va avancer avec l'évolution de la réglementation sur la taxonomie demain. Excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Quand on accompagne une entreprise jeune qui propose un service innovant, pour la qualifier d'offreur de solutions ou pas, on va utiliser la grille de la taxonomie. Et dans la grille de la taxonomie, il y a 6 grands axes. Il y a atténuation au changement climatique, adaptation au changement climatique, protection des ressources marines, pollution, biodiversité et économie circulaire. Je pense que j'ai tout dit. En fait, on utilise en définitive cette grille de lecture pour qualifier l'entreprise d'offreur de solutions ou pas. Parce que sinon, on pourrait... s'il n'y a pas de référentiel commun, on peut mettre des définitions un peu comme on veut. On ne veut surtout pas tomber dans l'écueil. Donc, pour le coup, on utilise vraiment le texte à proprement parler, y compris dans le fait d'utiliser la fameuse notion de, désolé pour les anglicismes, do not significant harm, c'est-à-dire que quand bien même vous êtes un offreur de solutions dans la thématique de l'atténuation au changement climatique de par votre produit que vous mettez sur le marché, on va vérifier que ça ne vient pas remettre en question une des autres métriques, par exemple la biodiversité. Donc en fait, la grille de la taxonomie, elle est quand même aujourd'hui, et je pense que c'est pareil dans les banques, je te laisserai compléter. Voilà, parce que je pense que c'est hyper important de dire que le fait d'avoir des référentiels communs, mais qu'est-ce que ça nous aide? Oui, merci.
parce que ça me permet de rebondir sur un sujet. En fait, aujourd'hui, qu'on appelle, nous, en interne de la banque, des controverses. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, même clientes, même historiques, qu'on accompagnait sur des modèles traditionnels, sur du business traditionnel. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'évolution de la réglementation, de la taxonomie, de nos activités qu'on veut accompagner et celles sur lesquelles on est en train de se retirer, on s'est retiré, ça peut entraîner modification. Donc, chez nous, nous avons créé en interne, qui est piloté par Hervé Joumier, un comité RSM tournant qui est préalable à l'octroi de financement, y compris sur des très belles entreprises du territoire, en se disant, mais est-ce qu'on est toujours aligné pour accompagner des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'eau et qui ont des controverses à cause d'acteurs comme Nestlé ou autres et qui peuvent être impactés dans leurs activités? Est-ce que dans ces entreprises-là, il y a aussi les mêmes pratiques? Donc là, on ne va pas chercher l'activité traditionnelle, on va chercher d'autres questions. Dans des activités autour du bien-être animal, aujourd'hui, ça devient dans des activités. L'autre jour, on a eu un dossier d'un client historique de la banque, très belle société, qui achète un réseau de cigarettes électroniques. Il y a un mois avant, on avait signé une charte de lutte anti-tabac. Bon. Je vais vous dire, il y a 3 ans, mais aucun membre de la banque du comité des engagements ne se serait posé cette question. Là, aujourd'hui, paf, ça nous interpelle, mobilisation, consultation, et là, on y va pas. Et alors, en l'occurrence, pour ça, on a consulté, alors sans prendre trop de temps, mais le groupe bancaire a décidé de se structurer. Un institut, c'est un bien grand mot, mais derrière, il y a de vraies valeurs, de vraies compétences surtout qui sont en train de se mettre en place, piloté par Laurent Berger, bien connu à Saint-Nazaire, qui travaille pour le groupe maintenant, qui pilote l'institut, et l'institut va nous amener de la data, va nous amener des réflexions, et c'est l'institut qu'on consulte sur certaines controverses, justement, en se disant, mais finalement, est-ce que là, on est aligné avec nos valeurs dans le groupe? Est-ce qu'on souhaite accompagner et financer dans nos activités? Donc, le métier de banquier est aussi en train de changer avec la réglementation d'un côté, mais aussi avec vous et avec ce qu'on veut pour la société de demain. Et donc, c'est ça qu'on doit faire parler jusqu'auprès de nos chargés d'affaires entreprises pour interpeller nos dirigeants, mais dans le bon sens du terme. Merci pour ce complément. Là, peut-être on prend encore une question et on clôture pour ne pas prendre trop de retard. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Non, c'est bon. Pour le sujet de la taxonomie, je vous invite à revoir à voir le replay du point ce matin sur la CSRD. Laurent Bazin, Muriel Bertrand et j'ai oublié, mince, en ont parlé. Et pardon, Manuel en ont parlé ce matin. Amélie, Estelle, Frédéric, merci beaucoup à vous trois. Merci à vous.